Donc, vous avez lancé Photoshop et vous allez ouvrir le document que je vous ai mis au téléchargement à propos de la double exposition. Donc, il y avait plusieurs versions. Donc, le voilà avec tous les calques. C'est un peu lourd, 260 mégas le fichier. Pour un fichier Photoshop de nos jours, c'est tout à fait normal. Voilà, parce que les ordinateurs sont capables de gérer ce genre de fichiers lourds. Mais donc voilà, c'est vite fait, c'est pas extrêmement bon comme résultat, c'est juste la démonstration de la méthode que moi j'ai trouvée et qui a l'avantage donc de pouvoir... on peut replacer les éléments, c'est du non destructif, on peut replacer les éléments. Alors j'ai jamais vu un tuto sur la technique double exposition, donc je ne sais pas vous dire, puisque a priori ça ne m'intéresse pas extrêmement cette technique, mais en tout cas je peux dire que ma méthode ici permet le repositionnement des éléments, comme on le voit, le paysage, le personnage, bien, je vais faire annuler, annuler. Je reviens à l'image telle qu'elle était quand je l'ai ouverte. Voilà, c'était plutôt ça. Par l'historique, je suis arrivé là au moment où elle était ouverte. Alors, cette image, au niveau de la taille de l'image, si je vais dans image, taille de l'image, je vois que c'est 3000 pixels sur 3000, c'est le canevas que j'avais choisi au départ, un carré de 3000 pixels, dans lequel j'avais amené l'image du personnage et l'image du décor. La résolution est à 72 pixels par pouce, ce qui nous fait, pour autant de pixels que ça, si leur densité sur le papier est ça, sur une distance de 2,54 cm, une distance de 2,54 cm, eh bien, la dimension sur le papier, c'est 105 cm sur 105. Mais ceci n'a absolument aucune importance. Vous ne devez pas vous soucier de ça, surtout si vous disposez d'un logiciel de mise en page. Parce que pour générer le PDF qui va être donné au copy service ou à l'imprimeur, on va générer un PDF au départ du logiciel de mise en page dans lequel on aura placé cette photo. C'est ce qu'on va voir maintenant rapidement. Une chose dont je vous ai parlé précédemment. Donc, la question que tu poses, oui, si c'est imprimé dans un beau livre, on n'est pas obligé de mettre l'image à 300 dpi dans Photoshop. En effet, et c'est extrêmement perturbant pour plein de gens, ça les met de très mauvaise humeur, parce que pendant toutes leurs études, on a cessé de leur rabâcher. Oui, si une image doit être imprimée, vous êtes obligé de la mettre à 300 dpi dans Photoshop. Et ça fait 15 ans que c'est plus vrai, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les années 90, les logiciels de mise en page faisaient mal le redimensionnement des images, et il fallait en effet que les images soient à bonne dimension en centimètres et résolution dans Photoshop. On ne pouvait plus bouger l'image dans le logiciel mise en page, facile à repositionner où on veut sur la page, oui, mais l'agrandir, la rétrécir dans le logiciel de mise en page dans les années 90, ça donnait des mauvais résultats. Le calcul de redimensionnement d'image par le logiciel n'était pas bon. Il était mieux dans Photoshop. Mais ça fait plus de 15 ans que ce n'est plus le cas. Voilà. Et non seulement, voilà, la résolution n'a absolument aucune importance. Je reçois régulièrement des messages quasiment insultants me disant oui, vous dites des bêtises, ça va être la cata à l'impression si on fait ça. Ben non, pas du tout. Pas du tout. J'imprime régulièrement et il n'y a pas de problème. Et non seulement donc la résolution réglée dans Photoshop n'a aucune importance, mais le fait que l'image soit en RVB, c'est pas du tout un problème. Il faut surtout pas la transformer en CMJN dans Photoshop.
ce serait la cata, ce serait inutile, c'est moins bien. Là aussi, c'est très perturbant. Et il y en a à qui on a dit pendant toutes leurs études CMJN 300 dpi dans Photoshop. On leur a même dit que c'était un critère d'évaluation et que s'ils ne le faisaient pas, ils étaient busés, ils devaient repasser une deuxième session. Ils rataient leur travail. Et le problème, c'est que, bon, oui, c'est très perturbant, mais voilà, une erreur répétée n'en reste pas moins une erreur. Oui, mais ça le reste, et je peux vous dire que jusqu'il y a très peu de temps, dans une très grande école que je ne citerai pas, on enseignait encore que CMJN 300 dpi dans Photoshop si c'est pour l'impression. Alors que Adobe le dit, qu'il ne faut pas faire ça. Ça se dit partout. D'ailleurs, je vais vous montrer un article, parce que, bon, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, et puis il est fort probable que si vous demandez à des infographistes s'ils ont un certain âge, ils vont vous dire que non, il faut CMJN 300 dpi. Mais les choses changent, il faut se tenir au courant, et voilà. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut du CMJN pour l'impression, mais ils ne se rendent pas compte que quand ils prennent une photo, ou quand ils scannent une photo, le capteur c'est du RVB. Donc il y a une conversion. Il y a une conversion dès le départ, c'est ce qu'ils font, une conversion le plus tôt possible vers le CMJN. Mais en fait, la règle, c'est qu'il faut faire la conversion vers le CMJN le plus tard possible. Parce que déjà, les personnes qui vous disent de faire des images CMJN ne savent peut-être pas qu'il existe plein de CMJN différents. Fogra 27, Fogra 39, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, tout ça c'est des normes d'impression. Si vous ne vous occupez pas de ça, vos images au niveau des couleurs, il va y avoir des décalages. Les couleurs ne seront pas exactes. Déjà, quand on fait tout pour qu'elles soient exactes, il y a toujours des aléas qui font que ce n'est pas toujours exactement ce qu'on veut, mais si en plus on ne tient pas compte du type de papier sur lequel on imprime ou de la technologie CMJN avec laquelle on imprime, voilà, c'est ennuyeux. Donc, on ne s'occupe pas de ça ici. Donc, je vous conseille de ne absolument pas vous occuper de la résolution dans Photoshop, mais de vous en occuper énormément dans le logiciel de mise en page. Maintenant, le problème, c'est si vous n'avez pas de logiciel de mise en page, vous allez devoir vous débrouiller avec Photoshop, et à ce moment-là, vous êtes obligé de régler peut-être là-dedans pour faire un Photoshop PDF que vous envoyez à l'imprimeur. Mais en général, il est quand même très conseillé de générer le PDF avec le logiciel de mise en page qui a plus d'options, et c'est plus facile. Donc la seule chose qui compte dans une image, c'est la définition. Ben oui, le nombre de pixels a de l'importance, la définition. Ok, dans Google, j'ai indiqué Adobe InDesign should use RGB, et vous allez tomber sur un article, ça doit être celui-là, par David Blattner, qui est un des co-auteurs de Adobe InDesign, le logiciel de mise en page. Il est depuis très longtemps dans le monde de l'infographie, avant même InDesign, bien sûr. Voilà, David Blattner, qui est vraiment une référence dans le milieu et qui travaille en collaboration avec Adobe. Et il vous explique que vous n'avez pas besoin de convertir vos images en CMJN. Et oui, vous pouvez laisser vos images en RVB, pas besoin de les convertir en CMJN. Et vous ne devriez pas les convertir en CMJN. En tout cas, pas dans Photoshop. Voilà, c'est ce qui est indiqué ici. Je vous laisse lire l'article à votre aise. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. On place les images en RVB dans InDesign et on les convertit au moment où on exporte le PDF au départ de InDesign. Le PDF, lui, doit être CMJN. Je vous l'avais montré, la presse d'un imprimeur, c'est 4 presses monochromes. La feuille passe d'une presse à l'autre. Il y a nécessité qu'il y ait 4 canaux, puisqu'on a 4 machines, en fait,
qui travaillent ensemble pour faire l'impression sur le papier. Ceci dit, on peut faire des impressions 6 couleurs. Il est probable que vous ayez chez vous des magazines ou des publicités dans vos boîtes aux lettres qui sont imprimées en 6 couleurs pour que les verts et les orangés, notamment, soient bien vifs. C'est ce qu'on appelle l'hexachromie. H-E-X-A-chromie, hexachromie, 6 couleurs. Mais la plupart du temps, quand on fait du travail d'impression chez un imprimeur, c'est de la quadrichromie, 4 couleurs. Q-U-A-D-R-I, quadrichromie. Alors il vous explique quand même que si vous êtes un super professionnel de la retouche d'image, ça peut avoir du sens de travailler des images CMJN dans Photoshop, mais il faut déjà être d'un très haut niveau pour vouloir avoir du contrôle sur le contenu de la couche noire, l'encre noire, le contraste dans l'encre noire, dans le canal noir. Donc, oui. Mais ça devient du très haut niveau. Donc, mais c'est pas complètement idiot. Mais la plupart des gens, non. Qui, de nos jours, fait des retouches d'image au point de vouloir contrôler le contraste de l'encre noire? Donc, vous avez vu comment retrouver l'article sur le web. Il y a d'autres articles aussi qui expliquent pourquoi 72 dpi, c'est bien, même si on imprime, parce que ça se passe plus tard dans le logiciel de mise en page. Je verrai si je retrouve ça, parce que je ne me souviens plus exactement les termes que je devrais taper. Ok, bon, ici j'ai tapé ceci dans Google, parce que je ne savais plus trop ce que je devais taper, et tiens, on retrouve ceci. C'est le premier truc qui vient. Et il y a peut-être... voilà, il y a peut-être des sites qui vous expliquent ça, en fait. Hein. Mais on va revenir ici, et on va le faire en vrai dans InDesign, et vous allez comprendre. Donc, si votre ordinateur est assez puissant pour faire fonctionner à la fois Photoshop et InDesign, vous pouvez tenter. Là, je suis un peu limite, je pense déjà vu que Photoshop occupe une grosse partie de la mémoire vive, mais je vais quand même tenter de lancer InDesign. Allez-y. Ou alors, si vous avez un ordinateur faible, vous quittez Photoshop et vous lancez InDesign. Bon, apparemment, InDesign s'est lancé chez moi. Je vois toujours l'image derrière, c'est l'image de Photoshop, du logiciel Photoshop qui est toujours ouvert derrière. Je vais aller dans InDesign ici, demander masquer les autres sur le Mac. Et sur le PC, vous n'avez pas ce problème. Le fond du logiciel ne montre pas ce qu'il y a derrière réellement. C'est sur Mac qu'on voit, c'est transparent, le fond. Alors ici, on va créer un nouveau document, menu fichier, nouveau document. Au niveau des formats, je vais par exemple prendre un document pour l'impression. Un document pour l'impression et je vais aller modifier ici le format. Voyons si on a ici plus bas. On a de la 3. Oui. Quoi qu'il en soit, vous devez taper en largeur ceci et en hauteur ceci. Alors ceux qui connaissent un peu le monde de l'impression pourraient se demander, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un format A3+, plus grand, pour pouvoir mettre des choses sur le côté, des traits de coupe, etc. Mais non, parce que ça va se générer au moment de l'export du PDF, et ça fera un A3+. Donc le format vraiment de la page, c'est ce qu'on indique là. Millimètres donc, hein, pas centimètres. Voilà. Ok, on peut décocher page en vis-à-vis. Si vous avez oublié, c'est pas important, puisqu'on n'aura qu'une seule page de toute façon. Et alors, où est-ce qu'on indique que c'est un document RVB ou un document CMJN qu'on est en train de faire? Ben nulle part, parce que dans InDesign, les deux types d'images ou de couleurs peuvent cohabiter. Des couleurs RVB, des couleurs CMJN peuvent être dans le même document,
c'est hybride, il n'y a pas de... Au moment de la création du document, il n'y a pas arrêt à indiquer que c'est soit CMJN ou RVB. Alors, on clique sur Créer. Alors, on va importer l'image dans ce document. Vous faites menu Fichier, Importer. Et vous allez la chercher là où elle se trouve. Et c'est le fichier Photoshop qui peut être utilisé sans problème. Dès que vous cliquez sur Ouvrir, qui devrait en fait s'appeler Importer, mais c'est mal fait, vous avez l'image qui est dans le curseur. Si vous cliquez tout simplement, elle arrive avec ses dimensions et c'est monstrueusement grand. Si on zoome en arrière, là, on voit que ça déborde même. C'est pas bon. On annule. Édition annulée, importée. L'image revient dans le curseur en quelque sorte. Et là, vous allez faire un cliquer, glisser pour déterminer, forcer la dimension de l'image au moment où vous l'amenez. Voilà. Donc on est loin des combien c'était 105 cm sur 105. Ici, on a une image dont la largeur, c'est indiqué là au-dessus, dans la palette, la largeur est 264 dans mon cas. Si vous avez à peu près ça, c'est pas grave. Hein, si vous avez... je vous force pas ici, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, on va la redimensionner encore. On va la redimensionner encore. Est-ce que tout le monde voit cette barre du dessus? La barre contrôle, comment est-ce qu'on fait encore pour la faire apparaître si elle n'apparaît pas? Oui, c'est là, c'est ça, menu fenêtre contrôle. Donc la barre avec les informations là au-dessus, c'est menu fenêtre contrôle. C'est une barre contextuelle comme dans Photoshop, la barre des options de Photoshop. C'est le même principe ici dans InDesign, c'est des choses qui viennent des palettes et qui sont montrées ici ensemble. C'est un espèce de raccourci de ce qui est contenu dans les palettes. Alors ici, il est indiqué 100%, mais ça ne concerne pas l'image, ça concerne le bloc qui contient l'image. Avec la flèche, si vous cliquez sur le réticule central ici, vous devriez remarquer que la couleur du bloc n'est plus bleu mais brun. Ça veut dire qu'on travaille sur le contenu du bloc. Et là, il est indiqué que l'image est à 25%. Tiens, voilà, 25%. Peut-être autre chose chez vous, bien sûr. Donc, par rapport aux dimensions en centimètres qui étaient réglées dans Photoshop, qui étaient, et là je peux retourner dans Photoshop pour le revoir, c'était combien? C'était 105,83 sur 105,83. Par rapport à ces dimensions-là, on a 4 fois moins en largeur et en hauteur. Et donc les pixels se tassent les uns sur les autres. Il n'y a pas de pixels qui disparaissent, ils se tassent les uns sur les autres. Bien. C'est comme dans Photoshop, les raccourcis, ces barres d'espacement pour bouger. Alors, au niveau de la qualité de l'image, il est possible que vous ayez l'impression que la qualité n'est pas très bonne. C'est parce que, voyons un peu, non, ici ça marche quand même. Mais en général, c'est une remarque qu'on fait, les débutants font toujours cette remarque quand ils travaillent dans Photoshop. Dans InDesign, pardon, quand ils travaillent dans InDesign. J'ai un problème dans InDesign, j'amène mes images et elles sont beaucoup moins bonnes. Elles sont pixelisées par rapport à ce qu'elles sont dans Photoshop. Le problème vient du fait que pour réduire la charge sur le processeur, pour alléger le calcul informatique, InDesign montre, quand on fait la mise en page, des images en version basse définition. Et il suffit d'aller dans le menu Affichage, Performance d'affichage et demander Affichage de qualité supérieure. Et à ce moment-là, toutes les images apparaissent en bonne qualité. Le problème ne se posait pas sur cette image-ci, mais sur d'autres images, ça se pose très souvent. C'est une crainte des débutants en InDesign.
Bien, alors, nous allons utiliser le logiciel de mise en page pour faire un recadrage. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que votre image dans Photoshop ne doit pas nécessairement avoir le bon cadrage. Vous pouvez retravailler ça dans la mise en page, et c'est vraiment le bon endroit pour le faire, puisque à côté de ça, parfois, il y a d'autres textes, des titres, etc. Et c'est intéressant de pouvoir recadrer ici. On va faire en sorte que ce soit pleine page, cette image, dans ce cas-ci. Alors vous allez, avec la flèche noire, cliquer à côté de la page, pour être certain que le bloc est désélectionné. Et puis vous allez le resélectionner en cliquant simplement n'importe où sur le bloc, sauf sur le réticule central. On clique une fois. Voilà, le bloc, son bord est bleu, c'est pas du brun. C'est bien le conteneur qui est sélectionné. Ceux qui n'ont pas de formation en InDesign et qui essayent de se lancer dedans en se disant que ce sera facile, c'est déjà un des premiers problèmes qu'ils doivent comprendre. Et c'est que quand on travaille sur un bloc image, il y a deux niveaux. Il y a le conteneur, il y a le contenu. Et donc là, on est en train de travailler sur le conteneur. Le bloc est bleu. Autre chose, pour arriver à redimensionner l'image, il faut savoir que vous devez ne pas le faire avec la flèche noire, parce que ça sert à recadrer. Il faut le faire avec l'outil de transformation qu'on active là. Ensuite, on va zoomer en arrière pour voir la page en entier. Et vous allez positionner le pointeur, donc avec cet outil transformation manuelle, positionner le pointeur sur la poignée du coin. Et en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule que vous gardez enfoncée, vous prenez la poignée, vous la bougez. Même chose pour la poignée en bas à droite. Voilà. Et on fait déborder, c'est important de faire déborder pour une notion qu'on appelle le fond perdu. Parce que techniquement, l'imprimeur, il est incapable d'imprimer des images, des fonds colorés, peu importe, jusqu'au bord des feuilles. Et donc l'astuce qui est utilisée chez les imprimeurs, c'est d'imprimer sur des feuilles plus grandes et de rogner une fois que c'est imprimé. Techniquement, c'est la seule manière de faire. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut que ça déborde au-delà des bords noirs de la page. En noir ici, c'est les dimensions de la page. En rose, c'est juste une marge pour indiquer qu'il ne faut pas mettre de texte trop près du bord, mais ça n'a pas trop d'importance. Cette marge rose, on s'en occupe pas. Ici, ça n'a pas d'importance. Alors voilà, vous avez l'image qui est sélectionnée, je veux dire le bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Voilà, je réactive la flèche noire. Le bloc est sélectionné avec la flèche noire. On va aller voir les informations à propos de ce bloc. Vous allez dans le menu Fenêtre, Informations. Voilà. Et là, vous avez normalement ceci. La résolution qui est réglée dans Photoshop, 72 pixels par pouce ici. Ça n'a pas d'importance. Après redimensionnement de l'image, les pixels se sont tassés les uns sur les autres. La résolution est passée à 172. Vous comprenez le principe? Alors, pour une impression jet d'encre, c'est suffisant, puisque pour le jet d'encre, la résolution nécessaire, c'est 150 pixels par pouce. Pour une impression chez un imprimeur, c'est un peu faible. L'image sera un peu floue, ce qui n'est pas trop grave vu la nature de l'image. Alors on va faire un test, on va redimensionner à nouveau l'image et on va la faire plus petite sur la page. Et vous allez voir que les pixels en quelque sorte vont se tasser les uns sur les autres et que la résolution effective, la vraie résolution de l'image dans la mise en page, et c'est la seule chose qui compte, ça va augmenter si on réduit l'image maintenant. Donc vous avez toujours votre bloc avec ses bords bleus, vous activez l'outil de transformation manuelle,
Vous prenez une poignée du coin avec la touche majuscule. Voilà, l'autre poignée du coin, on va la faire plus petite. Voilà. Et tiens, qu'est-ce que ça dit maintenant si avec la flèche noire, on sélectionne l'image? Ah ben, je suis tombé à 301. Voilà. Donc, la résolution de l'image dans la mise en page est de 301 pixels par pouce. Alors, franchement, si vous avez 280 ou au-delà, même bien au-delà de 300, c'est tout à fait bon. C'est à peu près 300 qu'il faut, il faut s'approcher à peu près de 300. Et si vous le dépassez beaucoup, c'est pas du tout grave. Voilà. La résolution effective, c'est ça qui compte. Alors si je reprends l'outil de transformation manuelle et que je fais l'image encore plus petite, voilà, sur la page A3, avec la flèche noire, je suis à 532 pixels, c'est pas un problème, c'est la résolution 532 pixels par pouce. Si vous avez deux chiffres, c'est que vous avez oublié d'enfoncer la touche majuscule pendant que vous avez utilisé l'outil de transformation manuelle. Ça c'est possible. Et alors vous avez écrasé l'image dans un sens. Voyons un peu ce qui se passe maintenant. Oui, c'est ça, voilà. Vous avez une double résolution pour la largeur et la hauteur, c'est très mauvais ça en fait. En général, on n'écrase pas les images, donc je fais édition, annuler, mise à échelle, et je suis revenu avec la résolution à un seul chiffre. Bien. À nouveau avec l'outil de transformation manuelle, je vais agrandir l'image en enfonçant la touche majuscule, je vais la faire finalement qui est sur toute la page. Donc pour un format A4, elle sera certainement à une résolution de 300 pixels par pouce. Ici c'est un format A3. Oui, je pense que si on est en A4, on devrait largement être, peut-être à 340 pixels par pouce si on met l'image comme ça par rapport à un A4. Mais ici c'est un A3. C'est 2 fois la surface d'un A4, donc on est un peu faible au niveau de la résolution, mais si on imprime en jet d'encre, c'est suffisant. Si on imprime en offset chez un imprimeur, ce sera un peu flou, mais c'est peut-être pas très grave pour ce type d'image-ci. Voilà, et quand je vous disais qu'on peut décider du cadrage dans InDesign, c'est comme ceci. Dans le bas de la palette des outils, quand elle est en 2 colonnes, c'est plus simple. Même chose que dans Photoshop, même combat. Palette des outils en 2 colonnes. Vous avez 2 icônes en bas. L'icône de droite, c'est l'aperçu. Ce qui déborde de la page, vous ne le voyez pas. Et ça va vous permettre de repositionner avec la flèche noire ou avec la transformation manuelle, peu importe, de repositionner l'image sur la page. Voilà. Transformation manuelle, je peux même encore l'agrandir un peu. Voilà. Puis, je la repositionne. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait partie du processus créatif. Voilà. Si on veut mettre des titres, on les mettra plutôt ici, des informations, si je fais ce genre de mise en page. La résolution est à 152 pixels par pouce. Alors on pourrait aussi faire une version avec plus de pixels dans Photoshop en multipliant les pixels, comme on a fait plusieurs fois. Ça aussi. Et là, sur un A3, on pourrait finalement obtenir quelque chose qui se rapproche du 300 pixels par pouce. Vous voyez un peu la logique. On multiplie les pixels, mais dans Photoshop intelligemment, avec le système intelligent de multiplication des pixels. Alors on va enregistrer déjà ce document. C'est une sécurité dans le dossier pour aujourd'hui. Je vais appeler ça couverture double expo. Et on va générer le PDF. On va générer le PDF. Ce serait peut-être bien de mettre un petit titre. On va faire ça. Vous allez dans le menu Fenêtre, Calque. Menu Fenêtre, Calque de InDesign. Vous allez créer un nouveau calque avec le petit signe plus. Voilà.
Vous allez verrouiller le calque 1 pour être certain de ne pas travailler sur lui, de ne pas bouger. Et vous indiquez que vous travaillez sur le calque 2. Et là, avec l'outil texte, vous allez tracer quelque part sur l'image un bloc. Vous faites un cliquer-glisser, il n'y a pas le choix. C'est pas comme dans Photoshop ou dans Illustrator, il n'y a pas des textes blocs d'un côté et des textes lignes de l'autre côté. Dans InDesign, il n'y a que des textes blocs. Ah oui, on verra mieux ce qu'on fait si on revient en affichage sans l'aperçu, l'affichage normal qui sert à construire les choses. Voilà, donc on a un bloc qui est là, dans lequel vous pouvez taper ce que vous voulez. Bien. On va agrandir la taille des caractères à l'intérieur du bloc et pour ça, vous allez dans la palette, on va aller ici chercher menu texte en haut de l'écran, caractère, texte caractère, la voilà. Je vais indiquer par exemple 150, touche tabulation pour valider. C'est trop grand, c'est malin, ça déborde, et donc on ne voit pas le texte. Essayons 50, oui 50 commence à aller bien, oui. Ok, donc je vais essayer 80, touche tabulation, voilà, c'est bien. Il y a évidemment d'autres manières de le faire, mais c'est pas une formation InDesign, donc... Alors, je passe en crénage optique, ce sera mieux. Voilà. Bon, en gros, voilà le bloc qu'on peut positionner. On peut aussi reprendre la poignée et la rapprocher. Cette poignée-là. Et avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule, il est encore possible d'agrandir le bloc et donc la police à l'intérieur. Ok, on va dire que ça c'est bon. Je vais prendre la couleur comme ça en noir, pourquoi pas. Voilà, comme ça vous voyez un peu la logique. Donc si j'active la case d'aperçu, je vois ce que donnera cette couverture. Ok. On va dire que c'est passable. Et on va faire l'exportation. Là, je fais la mise à jour du fichier qui était sur le disque dur d'abord. Fichier enregistré. Alors, l'exportation pour générer le PDF qui est donné à l'imprimeur, oui, contrairement à ce qui se faisait dans les années 90, on ne donne plus les documents de création à l'imprimeur. C'est un PDF qu'on donne. Avant, il fallait donner le document de création avec les polices de caractères utilisées. Maintenant, on donne le PDF et les polices de caractères sont dans le PDF. Tout est là dans le PDF. Donc, fichier exporté. Je suis bien dans le bon dossier. C'est bon. Ici, dans la boîte d'exportation, le format vers lequel on exporte, c'est du Adobe PDF pour l'impression. On clique sur enregistrer. Une boîte d'options arrive. Voilà. Alors, si c'est pour une impression jet d'encre, on va pas faire la conversion CMJN, mais on va peut-être mettre quand même des traits de coupe. Alors, vous allez à la rubrique repères et fonds perdus et vous allez cocher tous les repères d'impression. Ok, généralement, on décoche ceci. Repères de fonds perdus.
Au niveau du fond perdu ici, ça aurait pu être réglé à l'avance dans le document, mais on peut le faire aussi au moment de l'exportation. On va demander un fond perdu de 3 mm. Comme ça, l'image s'imprimera au-delà des limites de la page, ce qui permettra de rogner facilement sans risquer de voir un bord blanc sur le bord de la page rognée. Vous voyez le principe. L'image sera plus grande que le format final de la page. Et on va rogner pour que on ait finalement le format de la page qu'on voulait. Donc pour faire des posters, ce genre de choses, pour une imprimante jet d'encre, c'est bien. À la partie compression ici, on peut demander échantillonnage A. Compression, donc échantillonnage A. 150 pixels par pouce. Pour du jet d'encre, c'est suffisant. Ok, au niveau de la compression, sans compression, c'est pas plus mal. Et on clique sur exporter. Et vous avez votre PDF pour le jet d'encre qui est prêt. On va dans la foulée faire le PDF pour l'imprimeur. C'est un poster évidemment ici, c'est une page. Hein. Mais bien sûr, dans InDesign, vous pourriez avoir des dizaines de pages et faire une exportation d'un PDF avec beaucoup de pages. Donc, ok, cette fois-ci, je vais préciser que c'est la version CMJN 300. J'aurais dû préciser sur l'autre que c'était RVB 150, mais c'est pas grave, je vais renommer le PDF par la suite. Le PDF qui a été créé là. On enregistre, enfin on exporte quoi, voilà. Alors au niveau de la compression, on va dire que toutes les images doivent remonter ou redescendre à 300 pixels par pouce. C'est ce qu'il faut pour l'imprimeur, sauf si vous avez des imprimeurs qui font de la haute qualité, ils vont peut-être vous dire que c'est du 450 pixels par pouce qu'il leur faut. Voilà. Alors ici, échantillonnage A, et on va indiquer 300. Voilà. Donc toutes les images qui sont plus haut que 300 parce qu'elles sont très petites, les pixels se sont tassés fort sur le papier, la densité est énorme, la résolution est énorme, largement au-delà de 300, elles vont être amenées à 300 dans le PDF, ça va alléger le PDF, ça va accélérer le travail chez l'imprimeur. Il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez, si vous avez des images qui ont 900 pixels par pouce comme résolution, 1200 parce qu'elles sont très précises et quand vous les avez amenées dans la mise en page, vous les avez mises en petit sur la page. Voilà, les pixels sont très tassés les uns sur les autres. On règle le problème ici à l'exportation. Échantillonnage A. Et alors même chose si les images sont en dessous de 300, elles vont être ramenées à 300 dans le PDF. Ça va déjà régler un peu le problème. Compression 100. Au niveau des repères et fonds perdus, même chose que tout à l'heure, on va cocher ça. Décocher repère de fonds perdus. Au niveau du fond perdu ici, on va mettre 3 mm. Voilà, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Fond perdu 3 mm, repère d'impression. Et alors la différence, c'est qu'il faut faire la conversion vers CMJN maintenant, puisque c'est pas pour un jet d'encre, une imprimante jet d'encre, un traceur jet d'encre qui accepte du RVB. Il faut mettre du CMJN, il faut convertir en CMJN absolument. Donc c'est à sortie que ça va se passer. Sortie, conversion de la couleur, convertir vers la destination. Alors, gros piège, si vous avez installé vos logiciels Adobe en anglais, toutes les normes d'impression sont des normes qui correspondent aux presses anglaises, américaines, presse américaine en fait, presse américaine, pas anglaise, américaine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse différence.
En Amérique du Nord, ils impriment en CMJN, comme en Europe. Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs, cyan et magenta. C'est du cyan et du magenta, mais pas le même. Et donc, quand on transforme du RVB vers du CMJN, il faut bien indiquer quel est le bon CMJN. Et là, l'imprimeur va vous le dire. Il va vous dire, en fonction du type de papier que vous avez choisi chez lui, il va vous dire que c'est la norme Intel Fogra 39, ça c'est les normes les plus récentes, ou 28, etc. Voilà, je remonte. Donc choisissez jamais, sauf si vous imprimez en Amérique du Nord, choisissez jamais les normes US. Fogra 39. Donc tout ça, c'est des différences de papier. Est-ce que c'est du papier graineux? Est-ce que c'est des papiers lisses? Le papier lisse, les couleurs sont mieux. Le papier graineux, les couleurs sont plus ternes. La dynamique du papier est moins bonne, mais au niveau du toucher, il est plus intéressant. C'est pour ça que quand on fait une invitation pour un mariage, un carton d'invitation, on va généralement choisir du papier graineux qui sort du commun et qui... Voilà, même si au niveau du rendu des images sur le papier, c'est moins bon, quoi. Même chose, il y a des magazines qui sont imprimés, mais généralement des magazines vraiment artistiques qui veulent sortir du lot, qui veulent se démarquer des autres, qui peuvent être imprimés sur du papier graineux. Ok, donc là vous choisissez la norme Fogra 39 par exemple. C'est du papier lisse, c'est le plus courant. Mais l'imprimeur pourrait même vous fournir le profil qui correspond au papier. Vous devrez l'installer sur l'ordinateur et convertir vers ce papier-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ok, c'est bon. Voilà. Très simplifié, voilà l'explication. Et vous exportez. Et on va pouvoir quitter InDesign et aller voir les PDF. Donc celui-ci c'était RVB 150. Ok. Alors normalement on doit indiquer ici quel est le profil. C'était Fogra. Parce que, oui, ceci dit, on l'a quand même indiqué dans le document, mais enfin, c'est dans les métadonnées du document. Voilà, Fogra 39, et ici c'était du sRGB, en principe. Donc, le PDF pour l'imprimeur, le voilà. Vous avez donc de l'A3 avec une zone en plus qui a été mise sur le côté, sur laquelle on trouve des hirondelles, on appelle ça, qui aident pour le calage de la presse, pour que les encres s'impriment bien les unes parfaitement aux autres. Ça, c'est l'imprimeur qui gère. Vous avez une gamme couleur qui aide l'imprimeur à vérifier que les choses s'impriment bien, puisqu'il ne peut pas juger de la qualité des couleurs en regardant l'image, puisque c'est une image artistique. Il doit avoir quelque chose d'objectif pour juger si les couleurs techniquement s'impriment bien, et c'est la gamme là qu'il va utiliser. Voilà, vous avez les traits de coupe. Les traits de coupe qui sont ces traits là, qui servent à rogner l'image. Et vous voyez la zone de 3 mm, l'image est imprimée 3 mm plus grande que ce qu'il ne faut, justement pour qu'elle aille jusqu'au bord de la page. Donc quand vous imprimez chez un imprimeur, il faut profiter de ça, parce que sur une bête photocopieuse couleur connectée à l'ordinateur, vous ne pourrez pas nécessairement imprimer jusqu'au bord des pages. Et par contre, chez un imprimeur, oui, donc il faut en profiter. C'est ce qui va donner aussi le côté professionnel à votre document. C'est le fait que les blocs couleurs, les aplats de couleurs, les images vont jusqu'au bord de la page
Et voilà, à ce moment-là, le document est comme une fenêtre sur la réalité. À partir du moment où, comme c'est le cas d'ailleurs ici avec la dame, elle déborde en haut et à droite. C'est une astuce en mise en page et en photomontage aussi dans Photoshop. Faire déborder les éléments en dehors de la zone vue donne l'impression que c'est comme une fenêtre sur la réalité. Tandis que si vous montrez tout vu en entier, ça ne déborde pas. C'est comme si c'était une boîte dans laquelle vous voyez des objets. C'est plus anxiogène, en fait. Bien. Là, c'est marrant parce qu'il y a... C'est quoi ça? Une balançoire, quoi. Bon, peu importe. Voilà, vous voyez le principe. C'est du CMJN. Donc, il est possible que dans cette version-là du PDF, des couleurs soient plus ternes que dans la version... l'autre version qui n'a pas été convertie en CMJN. Mais il n'y avait pas de couleur très vive dans ce travail-ci. Hein. Donc voilà la version RVB à côté pour une impression sur jet d'encre avec rognage. Donc on trouve nos traits de coupe. On trouve les traits de coupe. Les gammes couleurs n'étaient pas vraiment nécessaires sans doute, mais bon. Et alors, il est possible qu'au niveau des couleurs, s'il y avait des couleurs vives dans le document, ça se voit dans le PDF, bien sûr. Ça va beaucoup plus ressembler au photomontage qu'on voyait dans Photoshop, le PDF non converti en CMJN, le PDF RVB. Et, à moins que vous ayez une très bonne raison de le faire, il ne faut pas envoyer un PDF CMJN à l'imprimante jet d'encre. Parce que l'imprimante, elle a des encres plus vives que les encres de l'imprimeur, qui sont des encres économiques. Les encres de l'imprimante jet d'encre sont chères, c'est du cyan très vif, du magenta très vif, peut-être même qu'il y a d'autres encres en plus. Ça existe, des imprimantes jet d'encre avec du vert, de l'orangé en plus. Et donc, c'est plus performant que la presse de l'imprimeur. Donc, on doit démarrer d'un document plus riche au niveau des couleurs si on veut vraiment exploiter à fond le potentiel de l'imprimante. Et lui envoyer du CMJN fait pour une norme d'impression chez un imprimeur, c'est passer à côté des performances de votre imprimante. Voilà pourquoi, à moins d'avoir une très bonne raison de le faire, on n'envoie pas du CMJN à une imprimante jet d'encre ou laser couleur d'ailleurs, même combat, même principe. Bien, donc ça fait partie de la formation, la sortie sur papier de vos images. Et donc l'image ne doit pas être fournie à l'imprimeur. Tout est inclus dans le PDF. L'image, les polices de caractère, oui, tout. Le vectoriel, s'il y avait du vectoriel.